Bonjour chers amis, chers frères qui aiment l'histoire et la vérité historique. Alors nous allons poursuivre l'examen et la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà. Cet ouvrage est important. C'est un ouvrage qui parle de géopolitique, de géostratégie. Surtout qu'aujourd'hui qu'on voit dans les Balkans, une région quand même à travers l'histoire qui a été souvent une région troublée, où il y a des enjeux de pouvoir. On voit aujourd'hui le Kyrgyzstan qui est en guerre contre le Tadjikistan. Kyrgyzstan en guerre contre le Tadjikistan. Bon. Alors il écrit, alors ce sous-titre-là, il a intitulé ça « Les multiples facettes d'un conflit ». Voilà. Les Balkans européens étaient à l'origine d'une concurrence directe entre trois empires rivaux. L'Empire ottoman, l'Empire turc ottoman, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. On comptait également trois autres participants indirects qui craignaient que la victoire d'un des protagonistes en particulier ne nuise à leurs intérêts européens. L'Allemagne redoutait la puissance russe, la France s'opposait à l'Autriche-Hongrie et la Grande-Bretagne préférait voir un empire ottoman en perte de vitesse contrôler les Dardanelles plutôt que de laisser l'un de ses principaux rivaux prendre le contrôle des Balkans. Au cours du XIXe siècle, ces puissances sont parvenues à maîtriser les conflits dans les Balkans sans nuire aux intérêts rivaux vitaux de quiconque, mais elles ont fini par échouer à le faire en 1914 et pour toutes les conséquences de cet échec ont été désastreuses. La concurrence qui s'exerce aujourd'hui au sein des Balkans eurasiens implique aussi directement trois puissances voisines, la Russie, la Turquie et l'Iran. Mais la Chine peut également devenir un protagoniste de taille. La motivation de chacun de ces trois concurrents directs repose non seulement sur la perspective de bénéfices géopolitiques et économiques futurs, mais encore sur des raisons plus profondes relevant de l'histoire. Mais il parle de ces toutes puissances qui s'intéressent aux Balkans. Mais pourquoi il ne parle pas des États-Unis? Les États-Unis s'intéressent aux Balkans. Voilà. Donc c'est ça. En effet, chacun à une époque ou à une autre a joué dans la région un rôle de puissance dominante sur le plan politique ou culturel. Chacun considère les autres avec défiance. L'Ukraine, le Pakistan, l'Inde et la lointaine Amérique sont également impliqués dans ces rivalités. Voilà maintenant, là c'est clair. Mais de manière plus indirecte. Ça, c'est pas sûr. Bien qu'il soit peu probable qu'une guerre ouverte éclate entre eux, les effets cumulés de leur rivalité externe pourraient contribuer à plonger la région dans le chaos. Et voilà, aujourd'hui, dans cette guerre d'Ukraine, les États-Unis et l'OTAN en général, ils envoient leurs combattants sous forme de mercenaires sur le terrain. Sur le terrain, oui. C'est cela. Parce que souvent, les armes qu'ils envoient, les soldats ukrainiens ne savent pas les utiliser, ne sont pas outillés encore pour les utiliser. Ils ne les ont pas encore formés suffisamment dans ce sens-là. Donc, des soldats de l'OTAN sont obligés de venir sur le terrain pour utiliser ces armes. Notamment, je crois qu'il y a un missile qui s'appelle le missile IMA. Voilà, c'est cela. S'agissant des Russes, l'hostilité qu'ils manifestent à l'égard des Turcs confine à l'obsession. Les médias russes laissent penser que les Turcs sont déterminés à prendre le contrôle de la région et ils les dépeignent comme étant les instigateurs de la résistance locale exercée à l'encontre de la Russie. À juste titre, dans certaines limites, en ce qui concerne la Tchétchénie. Mais aujourd'hui, c'est fini. La Tchétchénie est bien intégrée à la Fédération russe. Voilà. Comme une menace pour la sécurité générale de la Russie. Pourtant, la gravité qu'il confère à cette menace est tout à fait disproportionnée si l'on considère le potentiel actuel de la Turquie. Les Turcs leur rendent la monnaie de leurs pièces en se présentant comme les libérateurs de leurs frères depuis trop longtemps sous le joug de l'oppression russe. Turcs et Iraniens
sont également des rivaux de longue date et cette rivalité renaît depuis peu, la Turquie se présentant comme une alternative moderne et laïque à la société islamique iranienne. Bon, laïque, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, l'AKP, je crois que c'est comme ça qu'on appelle le parti du président Erdogan, c'est un parti qui s'inspire beaucoup de l'islam et qui s'appuie sur l'islam. Hein. C'est ce qui se passe. L'AKP s'appuie beaucoup sur l'islam. Pourtant, au plan de la constitution, la Turquie est censée être une république laïque. Voilà, donc c'est ça. Bien que l'on puisse dire de ces trois pays qu'ils ne recherchent qu'une sphère d'influence s'agissant de la Russie, les souvenirs encore frais du contrôle exercé par l'Empire, la présence de plusieurs millions de Russes dans la région ainsi que la volonté du Kremlin de rendre à la Russie son rôle de grande puissance mondiale confèrent aux ambitions de Moscou une portée beaucoup plus vaste. Les déclarations de Moscou en matière de politique extérieure ont clairement établi que la Russie considérait que l'ensemble de cet espace appartenant autrefois à l'Union soviétique revêtait un intérêt géostratégique particulier aux yeux du Kremlin et qu'il était exclu qu'il soit soumis à une influence politique et même économique extérieure. Non, ce qu'ils craignent, c'est l'influence de l'extérieur. Ce qu'ils craignent, c'est que ces pays-là entrent dans l'OTAN. C'est ça. Ce qu'ils craignent parce qu'ils savent que leur rival, c'est l'OTAN. C'est pour ça qu'on a vu le président Poutine faire semblant de demander à être membre, à ce que la Russie soit membre de l'OTAN. Mais les États-Unis ont refusé. Alors que certains membres de l'OTAN étaient favorables à cela. Les ambitions turques rappellent celles de l'Empire ottoman. Mais cet héritage est lointain. L'Empire ottoman atteint son apogée en 1590 avec la conquête du Caucase et de l'Azerbaïdjan et il n'embrassait pas l'Asie centrale pour autant. L'expansionnisme de la Turquie actuelle procède plutôt du sentiment de partager une même identité avec les populations turques de cette région. Effectivement, il y a le Turkménistan, etc. Et il y a l'Azerbaïdjan, voilà. Et puis il y a le fait aussi que Erdogan, qui fait la promotion de l'islam, se voudrait un peu, je peux dire, le commandeur des croyants, des musulmans de la région. Voilà. On a vu la basilique Sainte-Sophie, qui est une basilique de l'église orthodoxe. D'abord, ça avait été transformé en musée, mais Erdogan aujourd'hui en a fait une mosquée à nouveau où les musulmans vont prier, alors que c'est la basilique Sainte-Sophie. Voilà. Étant donné que la puissance politique et militaire de la Turquie est plus limitée, l'idée d'une sphère d'influence politique exclusive est tout simplement irréalisable. La Turquie se considère comme le leader potentiel d'une communauté turcophone aux frontières mal définies, tirant profit dans cette optique de l'attrait qu'exerce sa relative modernité et sa parenté linguistique et des moyens économiques dont elle dispose pour s'imposer comme la force la plus influente dans l'émergence des nations au sein de la région. Ça c'est clair, il y a le Turkménistan, il y a l'Azerbaïdjan, etc. Les aspirations de l'Iran sont encore plus vagues, mais à long terme, elles n'en représentent pas moins une menace pour les ambitions de la Russie. Non, les ambitions de l'Iran ne sont pas vagues. Pourquoi? Mais parce que le Tadjikistan est peuplé de peuples, je peux dire, iranophones, qui parlent le parsi, ils parlent la même langue que les Iraniens. C'est ça le fait. Le Tadjikistan, leur langue est proche de la langue c'est une langue d'origine perse. Voilà. Donc une langue indo-européenne. Voilà. L'Empire perse appartient à un passé bien plus lointain. À son apogée vers 500 avant Jésus-Christ, il embrassait les territoires actuels des trois États caucasiens, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, l'Afghanistan ainsi que la Turquie, l'Irak et la Syrie, le Liban et Israël. Bien que les aspirations géopolitiques de l'Iran soient aujourd'hui plus modestes et visent essentiellement l'Azerbaïdjan et l'Afghanistan, la totalité des populations musulmanes de la région, y compris celles vivant en Russie, présentent à ses yeux un intérêt religieux. Oui, mais il faut dire que, par exemple, en Afghanistan, ce sont les Hazaras qui sont chiites, qui sont des musulmans chiites. Et ce sont ceux-là, alors qui, par la religion chiite, sont plus proches de l'Iran. Voilà, donc c'est ça.
Bon, voilà. Donc, comme il dit, bien que les aspirations géopolitiques de l'Iran soient aujourd'hui plus modestes et visent essentiellement l'Azerbaïdjan et l'Afghanistan, la totalité des populations musulmanes de la région, y compris celles vivant en Russie, présentent à ses yeux un intérêt religieux. Voilà, c'est ça. En fait, le renouveau de l'islam en Asie centrale est devenu le souci majeur des dirigeants de l'Iran. Mais, mais la majorité des populations de ces zones-là, c'est des musulmans sunnites, ce n'est pas des musulmans chiites. Or, la religion officielle de l'Iran, des ayatollahs, c'est la religion chiite, musulmane chiite duodécimale. Ils attendent le personnage qu'ils appellent le Mahdi. Sur une carte, on peut représenter au moyen de flèches les intérêts concurrents de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Bon. Les visées géopolitiques de la Russie peuvent être représentées par deux flèches pointant tout droit vers le sud en direction de l'Azerbaïdjan et du Kazakhstan. Celle de la Turquie par une simple flèche dirigée vers l'est, traversant l'Azerbaïdjan et la mer Caspienne pour atteindre l'Asie centrale. Quant à celle de l'Iran, par deux flèches pointant vers le nord en direction de l'Azerbaïdjan et vers le nord-est en direction du Turkménistan, de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Ces flèches s'entrecroisent, mais elles peuvent aussi entrer en collision. Brzezinski. Pour l'or, le rôle de la Chine est plus limité et ses objectifs moins évidents. Il va de soi que la Chine préfère affronter à l'ouest un ensemble d'États relativement indépendants plutôt qu'un empire russe. Cependant, même si les nouveaux États font office de zone tampon, la Chine craint que ses propres minorités turques de la province du Xinjiang ne soient dans les États nouvellement indépendants d'Asie centrale un bon exemple à suivre. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le Xinjiang, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Ouïghours, qui sont des peuples turcophones, voilà, mais qui sont dans l'État, la Chine populaire. C'est pourquoi elle a cherché à obtenir du Kazakhstan la promesse formelle de mettre fin à l'activisme dont la minorité fait preuve à l'extérieur de ses frontières. Non, parce qu'on a vu les pays occidentaux, notamment la CIA, je peux dire ces organismes d'intelligence, donc d'espionnage, actionner les Ouïghours, des groupes Ouïghours pour qu'ils se révoltent contre l'État chinois. Ça, c'est clair. On a vu certains, justement, utiliser de l'acide pour qu'ils versaient dans le visage des Chinois. Voilà. Et quand le gouvernement a réagi, on dit « Oh, voilà, les Chinois sont en train de persécuter les Ouïghours. » Ça ne fait pas sérieux. Les Occidentaux, ils provoquent des guerres un peu partout, des conflits internes dans les autres pays, et ils pensent qu'eux, ils vont en réchapper. À long terme, les ressources en énergie de la région présenteront inévitablement un intérêt pour Pékin. Parvenir à y avoir un accès direct non soumis au contrôle de Moscou sera sans aucun doute le principal objectif de la Chine. Or non. Aujourd'hui, la Chine fait quoi? Elle achète le pétrole de Russie. Voilà. Et en rouble. Parce que c'est ce qu'on a vu avec la crise en Ukraine. Voilà. L'intérêt géopolitique général de la Chine va donc à l'encontre de la position dominante que cherche à atteindre la Russie, mais s'accorde avec les aspirations de la Turquie et de l'Iran. Bon. Parce qu'on voit aussi dans cette affaire, la Turquie n'affiche pas un comportement hostile vis-à-vis de la Russie, alors que la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est ce qui se passe. Pour l'Ukraine, les questions centrales portent sur ce que doit devenir la CEI, c'est-à-dire la communauté des États indépendants qui est née après la dislocation de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, et sur un accès plus libre aux sources d'énergie qui permettrait de réduire sa dépendance envers la Russie. À cet égard, il est devenu important pour Kiev d'entretenir des relations plus étroites avec l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, parce qu'en apportant son soutien aux États dont les aspirations indépendantistes sont les plus marquées, l'Ukraine marque sa volonté de s'affranchir encore plus de Moscou. Mais ce sont les États-Unis qui ont suscité même cette russophobie en Ukraine.
C'est les États-Unis, ça on le sait. Hein? La révolution Maïdan, la CIA était derrière. Ça c'est clair. Et aujourd'hui, il y a une russophobie vraiment terrible. Hein? Quand la Russie dénonçait ces groupes néo-nazis depuis, bon, les médias occidentaux fermaient les yeux. Mais aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde, puisqu'on on les voit. On voit leurs images, les vidéos, hein, de ces néo-nazis-là. C'est un problème. C'est un problème. Alors, or, il y a même un oléoduc qui part de la Russie, hein, qui transporte des choses, comment on appelle ça, du gaz, du pétrole, et qui passe par l'Ukraine. Et l'Ukraine recevait justement je peux dire, un paiement parce que ce pipeline-là passait par son territoire. Donc, au début, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est l'OTAN qui est venu créer le problème. Ça, c'est les faits. Voilà. Par ailleurs, l'Ukraine a également coopéré avec la Turquie afin d'affaiblir l'influence russe en mer Noire et a soutenu les efforts turcs destinés à diriger les approvisionnements en pétrole provenant d'Asie centrale vers les terminaux pétroliers turcs. Mais pourquoi est-ce que, subitement, l'Ukraine veut s'opposer en concurrent de la Russie? Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'elle-même, elle a une importante population russe. Et ce sont les Occidentaux qui ont fait ce travail-là. Voilà. C'est eux qui ont fait ce travail. Avec les unités Azov, etc., des néo-nazis, et qui sont russophobes. Comment vous pouvez être russophobe alors que vous avez les mêmes origines que les Russes, vous avez les mêmes ancêtres que les Russes? C'est quand même curieux. Kiev, même la capitale de choses, comment on appelle ça, de l'Ukraine, a été une zone de départ de migration russe. Voilà, ce sont les désordres géopolitiques et géostratégiques. C'est à ça qu'on assiste. Le rôle du Pakistan et de l'Inde demeure plus vague encore. Mais aucun d'entre eux n'est indifférent à ce qui peut se passer dans ces nouveaux Balkans eurasiens. Le principal intérêt pour le Pakistan est de gagner du poids d'un point de vue géostratégique en exerçant une influence politique en Afghanistan. Ah oui, ça c'est clair, parce que on a vu, les talibans d'Afghanistan étaient aidés souterrainement par le Pakistan. La preuve, quand ils sont allés tuer Ben Laden était où? Il était à Abbottabad, dans une ville du Pakistan. Voilà les faits. Et dès qu'il a été dit que les États-Unis l'ont tué, la maison, la résidence qu'il a habité là, le gouvernement pakistanais est venu faire détruire la maison. Donc d'empêcher l'Iran de jouer ce rôle en Afghanistan et au Tadjikistan et à terme de profiter de la construction de pipelines reliant l'Asie centrale à la mer d'Oman. Bon, la mer d'Oman, c'est quand même loin. C'est quand même loin. L'Inde, pour contrecarrer les projets du Pakistan et peut-être par crainte d'une montée de l'influence chinoise dans la région, est pour sa part essentiellement favorable à une influence iranienne en Afghanistan, ainsi qu'à une présence russe plus importante dans cet espace autrefois soviétique. Mais parce que les relations entre l'Inde et le Pakistan sont des relations qui sont très mauvaises. Même curieusement, il y a quelques jours, on a vu des musulmans d'origine pakistanaise et des hindous s'affronter au Canada. Ils se sont affrontés au Canada. Et même ils ont migré au Canada et puis ils s'affrontent là-bas. Voilà le problème. Bien qu'éloignés, les États-Unis qui cherchent à ménager le... Mais en quoi est-ce que les États-Unis sont éloignés? Ça, ce n'est pas vrai, les États-Unis ne sont pas éloignés. Pourquoi? Ils ont leur base au Japon, la base d'Okinawa, la base militaire des États-Unis à Okinawa au Japon. Donc ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin des Balkans. Et puis ils ont des territoires là-bas, les îles Samoa. Ils ne sont pas loin de cette zone-là. C'est le fait. Donc on dit que les États-Unis sont éloignés et qu'ils cherchent à aménager le pluralisme géopolitique dans l'Eurasie post-soviétique, agissent en coulisses. Bon, maintenant, ils n'agissent pas en coulisses, ils agissent vis-à-vis dans cette affaire d'Ukraine. Voilà. Et ils ont envoyé beaucoup de milliards de dollars et beaucoup d'armements là-bas.
dont une partie malheureusement va dans des trafics obscurs. Prions Dieu pour ne pas que ça tombe dans les mains de terroristes. Mais il manifeste de plus en plus d'intérêt pour le développement des ressources de la région et cherche à empêcher la Russie d'avoir la suprématie. Bon. En agissant ainsi, l'Amérique ne poursuit pas seulement ses objectifs géostratégiques eurasiens fondamentaux. Cela traduit aussi ses intérêts économiques, aussi bien que ceux de l'Europe et de l'Extrême-Orient, lesquels poussent à ouvrir cette région jusqu'alors fermée. Bon, en quoi cette région était fermée? Elle n'a jamais été fermée. Le problème, c'est que les problèmes, la question des énergies fossiles. Aujourd'hui, les Américains vendent le gaz de schiste, le gaz liquéfié, et ils gagnent beaucoup d'argent. Les hommes d'affaires qui vendent le gaz de schiste, le gaz liquéfié qui est très polluant, très polluant. Ainsi, dans cet imbroglio eurasien, le pouvoir géopolitique, l'accès à de plus vastes ressources de richesse, l'accomplissement de missions nationales et ou religieuses, ainsi que la sécurité sont en jeu. Évidemment, on sait que ce qu'on appelle les majors, les grands multinationales du pétrole et du gaz des États-Unis, ils voudraient bien avoir le contrôle de ces régions qui sont pétrolifères. Voilà, c'est en fait ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Les États-Unis voudraient contrôler certaines ressources là-bas. Donc, depuis l'effondrement notamment de l'Union soviétique, Moscou, qui tenait le monopole de l'accès à la région, l'ensemble des transports ferroviaires, des oléoducs, des gazoducs et même les transports aériens passaient par le centre. Voilà, c'est ça. Parce que le centre, c'était l'ex-Union soviétique. Voilà. Mais aujourd'hui, on le voit, la Russie se repositionne. Voilà, c'est ça. Les géopoliticiens russes souhaiteraient que la situation demeure inchangée car ils savent parfaitement que celui qui contrôlera ou dominera l'accès à la région aura toutes les chances de remporter la victoire économique et géopolitique. Bon. Pourquoi il doit avoir une bagarre géopolitique et économique? Alors que beaucoup de ces pays-là ont des ressources. L'Azerbaïdjan a des ressources. Le Turkménistan, pareil. Le Tadjikistan, pareil, ils ont des ressources naturelles. La Russie aussi, pareil, elle a des ressources naturelles. L'Ukraine aussi. Vous voyez? L'Ukraine, c'est un grand pays producteur de céréales. Donc, vous voyez que, bon, les États-Unis, en fait, ils poursuivent ce qu'ils appellent la destinée manifeste, c'est-à-dire vouloir dominer tous les pays du monde. En fait, c'est ça qui fait problème. Et c'est ce que Brzezinski n'ose pas dire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ça fait 22 minutes, peut-être 23 minutes que je parle. Donc, nous allons nous arrêter là. Donc, je venais de présenter un pan de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.